Comment faire pour accélérer la croissance d'une entreprise? Quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver? Les pièges à éviter? À chaque épisode, je vous partage une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec un entrepreneur ou un professionnel du marketing sur le sujet. Vous allez découvrir les secrets qui se cachent derrière leur succès. Je m'appelle Robin Vézina et bienvenue sur Hypercroissance. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois David Grégoire. Peut-être que vous ne connaissez pas David Grégoire, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de Monsieur E-commerce ou vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, David Grégoire, c'est la personne derrière Monsieur E-commerce. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment de Monsieur E-commerce que je veux parler, mais je veux parler de son expérience passée. Donc, ce qu'il faut savoir, David, en 2010, a été engagé par Voyage à rabais comme VP Technologie. Donc, on remonte à l'époque, Voyage à rabais existait quand même depuis 2001. Pour ceux qui connaissent pas l'entreprise, c'est une des plus grosses entreprises dans le nom du voyage au Québec. Et en 2010, ils sont allés chercher David parce qu'ils voulaient intégrer le marketing numérique. Donc, il y avait déjà une entreprise en croissance, mais ils cherchaient un nouveau canal d'acquisition et le marketing numérique en était, on pourrait dire, là, à ses débuts. Donc, à travers mon entrevue, vous allez savoir comment David a fait pour naviguer à travers cette nouveauté-là qui était le marketing numérique chez Voyage à rabais. Et vous allez surtout apprendre une petite découverte que je trouve assez intéressante. Donc, une épiphanie lui-même qui va vous raconter qu'il y a eu en faisant un test et étrangement, ce test-là s'est révélé très, très payant pour eux. Donc, vous allez voir, David, c'est un personnage haut en couleur qui aime partager ses opinions haut et fort. C'est exactement pourquoi que je voulais l'avoir sur le podcast. Donc, une entrevue animée que j'ai eue avec David Grégoire. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Donc, je suis avec aujourd'hui David Grégoire, le politicien, l'ancien politicien, aussi, entre autres, aussi connu sous Mr. E-commerce et ancien VP marketing chez Voyage à rabais. Donc, merci d'être là avec nous. David, je suis super content de t'avoir. Merci Robin pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te voir. Yes. J'allais dire ce matin, mais là, j'étais comme bon, les gens vont peut-être pas l'écouter le matin, mais c'est bon. David, justement, pourquoi que je voulais que tu viennes aujourd'hui, c'était, bon, t'as fait beaucoup d'entrevues quand même, des podcasts pour parler de email marketing, pour parler aussi de, justement, un petit peu le mystery commerce, avec toutes les techniques dans le domaine du e-commerce, mais moi, j'avais envie aujourd'hui de venir te parler de ton expérience chez Voyage à rabais en tant que VP. Donc, tu as géré énormément de budget, tu as fait des folies, tu as travaillé avec des étoiles montantes, fait qu'il y a quand même des belles histoires autour de cette expérience-là. Et je veux commencer de poser la première question. Est-ce que dans ta jeunesse, bon, avant d'arriver chez Voyage à rabais comme VP, où est-ce que tout ça a commencé? Si tu nous parles un petit peu de ton parcours, puis tu décris un petit peu là, ton histoire d'entrepreneur, marketeur, où est-ce que ça a commencé tout ça? Moi, j'ai étudié en mathématiques pures à l'Université Laval, donc aucun rapport. Okay. J'ai toujours été, passionné de web, techno, j'ai fait énormément d'informatique quand les ordinateurs sont arrivés dans les années 90, j'en avais un, puis je passais mes journées sur l'ordinateur. Sauf que j'avais décidé d'aller étudier en mathématiques pures parce que j'aimais le défi intellectuel. Puis on avait à l'époque un cours d'algorithmie, donc d'informatique, de programmation obligatoire. Et j'étais vraiment bon là-dedans. Je gagnais tous les concours du cours. Puis le prof est venu me voir à un moment donné, il dit « David, prends mon cours suivant. Il est optionnel pour les mathématiciens, mais je suis sûr que tu vas aimer ça. » Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai aimé ça, le cours de structure de données. Puis après ça, j'ai été son assistant. Je corrigeais les examens des autres étudiants, même en étant au bac. J'ai déménagé à Montréal. Je faisais des billets de loterie. C'était ma première job dans mon domaine. Des gratteux, on programmait ça pour divers pays dans le monde entier, ainsi que l'Auto-Québec. Et ensuite, c'est là que le marketing est vraiment embarqué. Je suis allé travailler chez une firme qui s'appelle Acquisio, qui à l'époque faisait un logiciel de gestion de pub sur Google. Mon rôle à moi, en tant que mathématicien, c'était de trouver des algorithmes, faire de la recherche, trouver des algorithmes d'optimisation de pub sur Google. Alors, j'ai quitté ça en 2009. Je me suis lancé un bed and breakfast où je faisais de la vente en ligne de chambres et une agence de web sur la là, t'es arrivé, tu t'es lancé une auberge. Oui. T'avais une job, là tu te lances une auberge, t'as jamais eu d'expérience
t'avais-tu l'expérience au préalable pour te lancer? Non, mais un peu, j'ai juste manqué le moment. Tu travaillais pour l'Auto-Québec, ensuite tu faisais les gratteux, puis là tu t'es lancé une auberge. C'était quoi le déclic à ce moment-là? Ben là, j'étais jeune, hein. Fait que là, je pouvais me permettre d'essayer un peu n'importe quoi. Mais grosso modo, ma blonde, elle a étudié en cuisine et en pâtisserie. Et puis on cherchait un condo à Montréal. Puis finalement, on est tombé sur une maison qui était abordable au centre-ville, qui était déjà un bed and breakfast. On était à quelle année, juste maintenant pour... on était en 2008. 2008, OK. Oui, c'est le moment où j'ai fait justement 2 campagnes électorales. OK, aucun rapport avec le marketing numérique. Alors, ben, je suis passé peut-être 6, 7, 8 fois à Infoman parce que je faisais des affaires un peu éclectiques, là, hors du commun. OK. Alors, j'avais mon bed and breakfast. Je me suis parti d'une agence de web. On faisait des petits sites Internet, des petits sites de e-commerce, bien basiques. Et on avait, je pense, au maximum 6 employés. Et puis là, ben, Voyage à rabais avait un besoin. Alors, ils m'ont contacté en tant qu'agence pour répondre à leurs besoins. Okay. Alors, c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le domaine de la vente de voyages en ligne. Et dans le fond, Voyage à rabais, c'était ton client. Exactement. C'est quoi que tu faisais pour eux? C'est quoi leurs besoins que tu as réussi à combler à ce moment-là? Ben, à l'époque, là, c'était Voyage à rabais roulait quand même bien. Ils avaient, écoute, de mémoire, 7 sites web en parallèle qui roulaient. Mais ils avaient fait programmer ces morceaux-là. OK. Tous séparés. Alors, c'était tous des trucs faits, pas in-house, là, parce que c'était fait par quelqu'un d'externe, mais des trucs un peu faits boboche, si on veut, rapiécés. Puis si tu avais un login sur le site A, tu n'avais pas de login nécessairement sur le site D. Puis si tu en avais un sur le site D, c'était pas nécessairement le même non plus que sur le site A. Fait que il y avait un travail, il y avait beaucoup de gaspillage de SEO dans ce cas-là, parce que c'était tous des sites différents. Les gens étaient mêlés, etc. Il y avait même un forum incroyable avec beaucoup de participation. Donc, il y avait seulement une page qui était indexée. Fait qu'il y avait pas mal d'aberrations comme ça, mais il y avait du potentiel incroyable. C'est là justement, parlant de potentiel, tu sais, c'était quoi Voyage à rabais à cette époque-là? C'était-tu un petit peu le géant que c'était aujourd'hui? Est-ce que les gens connaissaient Voyage à rabais? Tu sais, ils étaient où un petit peu dans leur phase de développement? On était bien positionnés dans le marché, mais on était vu un petit peu comme étant quétaine. Okay. Le branding à l'époque, c'était avec un soleil avec des lunettes fumées. Oh, ça me dit quelque chose. Ça avait juste vraiment pas rapport. Mais ça fonctionnait bien, par exemple. Okay. Il y avait une bonne clientèle, il y avait du monde fidèle, il y avait une bonne communauté forte, mais pas tellement de structure en ce qui a trait au web. Okay. Je me rappelle quand j'ai pris le compte Google AdWords, ceux qui connaissent AdWords ici vont comprendre ce que je veux dire. Il n'y avait qu'une seule campagne, un seul ad group, puis genre 2 keywords, une seule annonce. Alors, tu sais, pour une compagnie qui générait déjà des millions de chiffres d'affaires, il y avait du travail à faire. C'était l'âge de pierre au côté marketing, mais dans le sens, en termes d'entreprise, il y avait déjà beaucoup de croissance. Fait que c'est quoi, eux autres? C'était beaucoup le bouche-oreille, finalement, c'est ça qu'ils avaient fait exploser. Ils investissaient pas tant que ça en publicité, ou ils investissaient sur d'autres médiums qui étaient pas le numérique? Ils investissaient sur d'autres médiums qui étaient pas le numérique. Sur du marketing traditionnel. Okay. Donc, si je comprends bien, avec ton agence, t'as rapatrié un petit peu tous ces morceaux-là pour en faire comme une seule et unique quantité. Est-ce que c'est un petit peu ça, je comprends? Exactement ça. Okay. C'était le projet. On parle de 2010. C'était mon projet de 2010. On touchait pas encore au marketing. On touchait pas aux campagnes AdWords ni aux campagnes de emailing. L'idée, c'était simplement d'avoir un seul site web avec un login unique. Tout le contenu sur ce site web-là, indexable. Puis on a pris quand même, je te dirais, une dizaine de mois, 9-10 mois à programmer ça avec nos employés. Mais ça a été très, très stressant, je dois dire, parce que c'était ton plus gros client, ton plus gros contrat. C'était mon plus gros contrat, puis on avait plusieurs centaines de visiteurs simultanés sur le site web. Okay. Alors, quand vient le temps de mettre en ligne des fonctionnalités, disons que c'est stressant. Tu pèses sur le bouton on, là, t'es comme, OK, j'espère que ça va pas lâcher. C'est comme ça que ça se passait, okay. Je peux te le garantir. Ah, oui. Mais pour ceux qui ont des agences actuellement ou qui font du B2B, c'est là que j'ai appris que quand les choses vont mal, il faut que tu répondes au téléphone, puis que tu gardes ton calme, puis que tu trouves, puis tu règles les problèmes. Faut pas que tu t'enfuis. Puis ça, au final, ça va te donner des points.
puis ça va t'aider aussi dans le futur. Comment t'as appris ça? Je sens qu'il y a peut-être une petite histoire Ah, derrière ben, ça. il y a pas mal d'histoires, là, bien entendu, mais je me rappelle, entre autres, à un moment donné, on a fait la mise en ligne par bout, là, par morceaux du nouveau site web, dont le forum où il y avait une communauté active qui était très, très, très intense. Il y avait, je pense, une affaire comme 250-300 personnes live en tout temps sur le forum. Et c'était des gens qui étaient comme accros au forum. Alors, quand on a mis ça en ligne, ben, c'était 250-300 personnes live qui donnaient leur opinion, bonne ou mauvaise, hein? Alors, ça peut t'atteindre personnellement quand c'est toi qui es le créateur en arrière. Mais là, chaque bug était exacerbé, alors, ça a été quand même stressant. Alors, nécessairement, du côté de mon client, il y avait quelques insatisfactions, ce qui est tout à fait comprenable. Mais là, le client, lui, il peut pas régler les problèmes à ta place, là. C'est à toi de régler les problèmes, parce que c'est toi qui as le mandat. Alors, bien entendu que psychologiquement, c'est difficile à prendre, mais il fallait être au poste, il fallait répondre au téléphone, il fallait répondre aux messages, puis corriger des bugs. Le soir, le week-end, tous les jours. Ouais, t'es là. Bon. Et puis là, à partir de ce moment-là, t'as gagné la confiance, j'imagine, aux yeux des dirigeants de Voyage à rabais, puis c'est là que t'as commencé, ils ont commencé à te faire de l'œil, ils ont commencé à dire « Hey, David, ça te tenterait-tu de travailler pour nous? » Tu sais, comment ça s'est fait, le déclic, où est-ce que t'étais finalement le fournisseur de services, puis là, il dit « on aimerait ça t'avoir dans ton équipe. » C'était après la livraison du site web, et à Noël, il y a eu un problème majeur sur quelque chose que la personne de web qui était là avant moi avait fait. Puis là, pour une raison ou pour une autre, il voulait comme pas répondre au téléphone puis régler les problèmes. On parle du genre le 23 décembre au soir, là. Alors, ben moi, j'ai toujours été là quand il y avait des problèmes, hein, que ça aille bien, que ça aille mal, je suis là. Alors, ben, j'ouvre mon laptop, j'essaie de comprendre ce qui se passe puis de régler les problèmes. C'était pas un problème que moi j'avais causé, c'était un problème de quelqu'un d'autre, mais mon client, mon gros client avait un problème, alors je me suis dit, ben c'est sûr que je vais gagner si je l'aide à le régler. Et ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai fait le switch, j'ai vendu mes parts, puis j'ai commencé à travailler à l'intérieur de l'entreprise où il y avait, il faut le dire à l'époque, aucun personnel en place dans le domaine web ou marketing numérique. Alors là, mon mandat, c'était de construire une équipe, bâtir un knowledge à l'interne. Puis contrairement, pas que je veuille parler de mon prédécesseur, là, mais contrairement à la personne qui avait ces contrats-là à l'époque, ma philosophie, ça a toujours été de donner l'information et de me rendre indispensable par ma compétence et non par les clés que je détiens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Il y a une grosse nuance. Il y a beaucoup de gens dans le domaine du web, dans l'informatique, qui vont essayer de garder le plus d'informations pour eux pour s'assurer de garder leur job. Alors, ça a été en partant là, de partager les mots de passe, ça a été de partager le knowledge, de donner des responsabilités aux gens que j'embauchais pour que ma présence soit optionnelle, si on veut. Mais j'ai quand même gardé ma job. Est-ce que tu sentais que tu avais les compétences pour tenir ce rôle-là? Tu sais, ce que tu avais fait dans ton agence, est-ce que c'était comme exactement qu'est-ce que tu allais faire dans Voyage à rabais, mais à plus grande échelle? C'est une bonne question. Je te dirais que si j'avais 100% des compétences, possiblement pas, j'ai appris. Mais si j'avais eu justement 100% des compétences, peut-être que je me serais pas donné autant. Alors, j'étais potentiellement pas si intéressant comme candidat, mais j'ai tellement travaillé qu'au final, j'étais bien plus intéressant qu'un gestionnaire moyen. Hein, on devrait engager pour l'attitude plutôt que renvoyer des employés pour l'attitude, hein, c'est ça? Puis si tu nous racontes, mettons, un moment dans dans ce nouveau rôle-là, puis tu sais, bon, Voyage à rabais va bien, sont dans une période de croissance, mais il y a un volet finalement qui est tout le marketing digital qui est mis de côté, right? Exact. Donc, est-ce que, David, tu peux nous raconter un moment, justement, bon, tu étais dans le début de ton travail, le marketing était à faire, le volet numérique existait à peu près pas. Une première victoire que où est-ce que tu as peut-être ouvert les yeux là, de tes dirigeants, de la propriétaire, puis ont fait, OK, il y a vraiment un immense potentiel sur le web, on s'attendait pas à ça. Ce qui m'a mis sur la map aussi, c'est donc le email marketing. J'ai eu une épiphanie autour de 2013 où là, autant l'email marketing, je n'y croyais plus du tout. Parce que tu disais que c'était dépassé? C'était dépassé. Je le faisais parce que mon patron m'obligeait de le faire. Okay. Je faisais des newsletters comme n'importe qui peut faire des newsletters avec MailChimp aujourd'hui. Jusqu'à ce que je découvre que c'est possible d'envoyer des emails qui ont de l'air d'être
personnel. Ça a l'air d'être un employé qui a pris son Gmail, qui l'a ouvert, qui a envoyé un email à tel client, qui l'a mis avec sa signature. Puis ça, les clients l'ouvrent, se sentent interpellés, répondent à ça. J'ai découvert qu'on pouvait envoyer de la publicité à des gens, puis que les gens pouvaient nous répondre merci. Et ça a été une épiphanie incroyable. Après, c'était quoi ce premier courriel-là, ton premier test que tu as fait? C'était un courriel post-réservation où je faisais de l'upsell de quelque chose. Puis là, je m'étais dit, je vais essayer de vendre automatiquement quelque chose avec une plus forte marge que simplement un voyage le lendemain d'une réservation. Puis là, je me suis dit, la meilleure façon de faire, c'est de prendre un agent de voyage, la directrice des agents de voyage, parce que c'était plus simple, puis de solliciter le client de manière personnelle en disant, « Hey, tu penses que tu serais intéressé par telle chose? » Puis là, la réponse était phénoménale. Ah ouais. Okay. Ah oui, puis là, ça a été vraiment une révélation pour moi ainsi que pour l'entreprise. Puis c'est ce qui a fait que dans les dernières années, j'ai dû donner 50, 60 conférences sur l'email marketing. Ça vient tout de ce petit email-là, super basic. J'ai fait bien de l'expérimentation. Mais je me rappelle aussi, tu cherches des exemples comme ça, je me rappelle aussi à un moment donné où on avait un pop-up sur le site web. Puis je me rappelle que la direction, en fait, toute la direction, sauf moi, voulait enlever le pop-up parce que les gens se disaient, moi, je trouve ça désagréable. Je trouve que les pop-up, c'est un irritant quand je me promène sur Internet. En tant qu'utilisateur d'Internet, on trouve tous que c'est un irritant, les pop-up. Cependant, ça fonctionne. La preuve, c'est qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Quand on m'a demandé d'enlever les pop-up sur le site web, j'ai pu sortir des statistiques, puis à l'unanimité, tout le monde a dit, on va garder les pop-up. Ça se passait toujours comme ça. Ma philosophie, ça a toujours été de tout tester. Puis après ça, on a des statistiques sur lesquelles se baser. Il faut pas prendre des décisions émotives ou simplement sur notre intuition. Aussitôt qu'il y a une divergence d'opinion puis que les deux opinions sont valables, testons-le, voyons ce que le data va donner, puis on va prendre le gagnant, puis c'est tout. Tu sais, j'ai envie de c'est peut-être plus une question d'opinion rendue là. Mais mettons, OK, on revient au pop-up. Ton exemple du pop-up. Pardon, les chiffres nous disent, OK, parfait, les gens convertissent. Mais ça, parce que je faisais une entrevue justement où est-ce que la personne parlait de données quantitatives et de l'autre côté, les données qualitatives, OK? Fait que, OK, la donnée quantitative vont nous dire, OK, parfait, les pop-up, ça fonctionne, on a plus de monde. Mais qu'est-ce que les données qualitatives qu'on n'a peut-être pas nous disent pas, c'est que les gens, ça les fait chier d'aller sur le site puis d'avoir tout le temps à fermer le pop-up. Puis là, ils commencent à être agressés. Puis là, à un moment donné, ils font comme, hey, regarde, tu sais quoi? Moi, je vais plus, je suis tanné. Ce site-là, c'est de la pub. Ça me fait penser à Météo Média. Et là, de se dire, OK, parfait, les chiffres me disent quelque chose, mais l'émotion, mettons, long terme qu'on va développer avec les gens est négative. Tu sais, comment tu fais la balance des choses entre le quantitatif et le qualitatif? Ah, c'est tellement une bonne question. C'est tellement une bonne question. Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais je peux te dire comment moi je procède. D'un côté, il y a une école de pensée qui dit que quelqu'un qui se plaint représente 10 personnes qui ne se plaignent pas en arrière. Fait que faut que tu te dises que chaque plainte que tu vas recevoir, t'en as 10 en arrière qui parlent pas puis qui vont peut-être parler de toi dans ton dos, mais qui te le dira pas en face. Fait que ça, c'est une école de pensée. L'autre école de pensée, c'est de dire que peu importe ce que tu vas faire, tu vas avoir des haters. Moi, j'ai un peu plus cette école de pensée-là. OK. Tu connais mes stratégies de toute façon avec Monsieur e-commerce. Je te connais. Je pense que aussitôt que tu es exposé publiquement, bien malgré toi, honnêtement, là, parce que t'aurais beau être politically correct à 100%, tu vas quand même avoir du monde qui vont trouver que t'es trop exposé, que t'es trop direct, que t'es trop si, que ta cravate est mal attachée, que tes cheveux sont pas peignés, puis que t'es pas un expert. Bon, il va toujours avoir quelqu'un quelque part qui va chialer. Puis, tu sais, un pop-up, là, il y en a là sur Internet actuellement, là. OK? Il va falloir que tu en aies 3, 4, 5 sur ton site web consécutif pour qu'un véritable acheteur, pas juste un weareux, mais un véritable acheteur soit suffisamment irrité pour quitter ton site web. Mm-hmm. Fait, qui plus est, ma philosophie pour les pop-ups, ça n'a jamais été genre inscrivez-vous à notre infolette.
Ça, c'est le pire pop-up ever que vous pouvez faire sur un site web. Okay? Si vous avez ça sur votre site web, là, je veux dire, mais après le podcast, OK, mettez pas le podcast sur pause, là, mais allez le changer. Qui veut aller s'inscrire à une infolette à part moi? Parce que moi, je suis un peu un intense, mais les gens veulent pas recevoir de publicité. Alors, c'est pas ça qui fonctionne. Mais si tu leur dis, disons qu'ils sont en train de magasiner un voyage, tu leur dis, hey, je vais vous envoyer les 6 meilleurs trucs de magasinage d'un voyage. Ou les 6 erreurs à ne pas faire quand vient le temps d'acheter un billet d'avion. Qui veut faire des erreurs? Personne. Alors, tout le monde veut savoir comment pas se tromper quand on achète un billet d'avion. Mm-hmm. C'est le genre de contenu qui est suffisamment intéressant pour que jusqu'à 40% de tes visiteurs veuillent mettre leur adresse email là. Ça veut dire que tu as 40% de tes visiteurs qui étaient comme vraiment pas irrités par ton pop-up. Tu en as possiblement un bon pourcentage qui était, bon, relativement indifférent. Peut-être que tu n'avais un 10% que tu frustrais, mais de toute façon, peu importe ce que tu vas faire, tu vas en frustrer 10%. Mais au moins, il y a 40% des gens qui étaient vraiment contents, suffisamment contents pour aller mettre leur adresse email. Dans le fond, à travers les premières expériences, tu as vu finalement l'engouement, la force du email marketing à travers ton petit test. Tu as commencé à mettre les pop-up, à vouloir les garder parce que tu dis, OK, chaque adresse courriel vaut cher, puis il y a de l'argent à faire avec ça. Ça, c'est des idées que tu avais eues. Puis là, à un moment donné, parce que je trouve qu'il y a un moment intéressant, tu as quand même engagé Olivier Lambert, puis on parlait un petit peu avant l'entrevue, où est-ce qu'il t'avait donné plein d'idées. Fait que c'était quoi un petit peu les nouvelles idées? Bon, le email marketing, ça fonctionnait. Où est-ce que vous avez poussé les choses, que ce soit avec toi ou avec Olivier Lambert? Mais t'as-tu... J'ai tout fait ce que tu peux imaginer, Robin, et même davantage. J'ai tout testé. J'ai testé des robocalls, j'ai testé du marketing par SMS, j'ai testé avec une application iPhone qu'on avait des push notifications basées sur ta position géographique. Olivier, je l'ai rencontré. Quelqu'un m'avait dit... rencontre ce gars-là, il y a du potentiel. Olivier sortait de l'université, faisait un petit stage dans une agence de web, tellement fin. Bon, un petit peu sûr de lui, hein. Tu connais, il a confiance en lui. Lui, il avait besoin de défis. Puis j'ai dit, si tu viens travailler avec moi, tu vas voir, tu vas avoir carte blanche. On a du budget à investir. On va tout essayer, ce qu'on a le goût d'essayer. Tu vas toucher à tout. Ça va être une super école pour toi. Alors, il est venu. Puis il m'a fait évoluer tellement aussi. C'est sûr que j'en ai donné, c'est sûr. Mais moi, en tant que marketeur, Olivier m'a fait évoluer. Je pense que quand on a des employés, oui, il faut les coacher parce que, bon, quelquefois, c'est des jeunes puis ils ont moins d'expérience que toi. Mais ils ont une certaine créativité, ils ont des idées, ils ont possiblement une curiosité intellectuelle intéressante, puis ils vont t'amener des idées auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Et c'est quand que tu as vu ce potentiel-là dans Olivier? Ça a été quasiment jour 1. Dans le tu prenais le café puis tu as fait, OK, lui, il est vraiment smart. C'est qu'est-ce que tu as vu? Comment tu fais pour percevoir le talent? Mettons, bon, moi, je veux engager, je veux prendre là, un bon pic puis un brillant. Comment je fais pour le reconnaître? En 2009, j'ai pris un candidat en entrevue, avant un voyage à Rabais. Puis j'avais demandé, hey, tu lis-tu sur le domaine? Puis ça, il dit, non, moi, je connais ça, là, tu sais, j'ai pas besoin de faire des lectures là-dessus. Quel bon signe que la personne n'évolue plus. OK. Olivier, en revanche, était constamment à la recherche d'informations sur le marketing numérique. Bon, il y avait très peu d'expérience en marketing numérique. Ses études en marketing, aujourd'hui, vous savez, si vous étudiez à l'université en marketing, ils n'en parlent pas tant que ça du marketing numérique, d'AdWords, du email marketing, etc. Alors, bon, les connaissances, pas tellement, mais une curiosité intellectuelle phénoménale. Okay. Quasiment à chaque jour, il m'arrivait avec une idée qu'un gros marketeur américain faisait, qui fonctionnait bien. Hey, on devrait essayer ça chez nous. Des landing pages avec des lead magnets. On faisait pas de lead magnets en 2013. Donc, comment voir le potentiel de quelqu'un si c'est une personne qui a une curiosité intellectuelle, qui est véritablement intéressée par le domaine? Ça se voit. Des développeurs, des programmeurs, si c'est un programmeur qui travaille dans une grosse compagnie puis qu'à 4 heures, il s'en va chez lui faire autre chose, c'est pas la même chose que si c'est un programmeur qui travaille et que le soir, il fait aussi de la programmation de Arduino ou d'un autre petit bidule de Raspberry Pi ou de site internet random avec des robots qui font des choses. Clairement, tu vois que c'est un passionné, puis ce gars-là, il va t'amener beaucoup, c'est clair. Puis dans ces, tu sais, souvent il y a le concept de dire, regarde, la croissance ou le succès, c'est pas de faire 1000 choses, mais c'est de faire une chose, mais de le faire 1000 fois. Puis mettons, à travers toutes ces
mettons, ces centaines de Tesla, on va dire, que vous avez faites, les push, les ci, les ça. C'était quoi la stratégie qui permettait à Voyage à rabais de croître puis de gagner encore là, de la part du marché? Je vais être vraiment plate, là, mais en marketing et en business, il y a rarement une seule chose qui va faire que tu vas exploser. Gary Vaynerchuk disait dans un des vidéos, écoute, j'ai dû voir cette vidéo-là l'année passée, j'imagine. Il disait, quand je passais à Oprah Winfrey, j'étais sûr que c'était ça qui allait faire exploser ma business. Il dit, don't get me wrong, j'ai eu des ventes grâce à Oprah, c'est clair. Mais après quelques jours, ça s'est estompé puis ma business est revenue comme elle était. Il dit, c'est tous des blocs que tu viens rajouter sur un autre, sur un autre, sur un autre, sur un autre. Puis au final, tu obtiens un succès. Voyage à rabais, ça a été ça. Il y avait une bonne fondation, un modèle d'affaires qui fonctionnait, un product market fit, il y avait des clients, il y avait une communauté. Et à chaque fois qu'on expérimentait quelque chose avec, disons, 100 $ d'investissement, si ça fonctionnait, je continuais à mettre de l'argent. Si ça fonctionnait pas, je l'enlevais. Mais tu sais, il suffit que tu trouves quelques bonnes campagnes d'AdWords avec des bons créatifs qui fonctionnent, puis là, tu viens d'avoir une recette d'acquisition. Mais t'as pas nécessairement une recette de conversion. Mais là, whoop, tu rajoutes un pop-up qui va chercher les adresses email du monde en leur donnant du contenu comme vraiment intéressant, neutre, mais que ça donne que c'est ton entreprise qui est derrière. Puis là, whoop, tu viens d'augmenter ton taux de conversion. Tu changes 2-3 choses dans ton funnel de vente, tu augmentes encore ton taux de conversion. Tu fais une campagne Facebook, à un moment donné, il y en a 2 qui marchent pas, il y en a une qui fonctionne, tu viens de trouver un autre canal d'acquisition. Tous ces blocs-là additionnés, c'est ça qui va faire que tu vas avoir du succès. Mais je vais être vraiment plate avec tout le monde qui écoute le podcast aujourd'hui, c'est rarement une seule chose. Mm-hmm. Ben, tu parlais de Gary parce que moi, je me souviens encore une fois une vidéo, je pense, qui disait à quel point qu'il regrettait une chose dans sa carrière quand il montait Wine Library, c'était de pas avoir investi assez en Google AdWords, justement. Il dit, avoir su que c'était aussi rentable, j'aurais coupé les billboards, j'aurais coupé les pamphlets, j'aurais coupé les mascottes, j'aurais fait une chose, j'aurais fait du Google AdWords parce que mon retour sur investissement, c'est là qu'il était, tu sais. Mais je me demandais si dans ton cas, c'était similaire, si, tu sais, il y avait vraiment, parce que oui, OK, si ça fonctionne, oui, mais tu sais, c'est quoi ton ROI? Est-ce que tu fais du x2 puis dans certains canaux, tu fais du x10? C'était une chose qu'il regrettait, là. C'était une chose qu'il regrettait. C'est pas, cette chose-là m'a fait exploser. Ben, il regrettait de pas avoir investi assez. Tu sais, il dit, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais coupé tous mes investissements ailleurs pour me concentrer sur une chose, c'est Google AdWords pendant ce moment-là, pendant que j'étais dans l'Eldorado de Google AdWords. Il y en avait une. Parce que lui, mais tu sais, je me demandais si dans ton cas, tu sais, il y avait vraiment une chose, mais ça se peut que... Je te dirais que la chose, s'il y en avait une que j'avais à nommer, c'est le travail, puis c'est de vivre dans l'action. J'ai jamais été une personne, moi, qui planifiait d'avance. OK, je vais faire telle chose en 3 semaines. Puis que là, qu'il allait prendre les 3 semaines pour aiguiser sa hache, pour faire un coup de hache parfait dans 3 semaines. Mm-hmm. Parce que je sais pas si le coup de hache que je vais faire en marketing numérique, je sais pas si le coup de hache que je vais faire à la bonne place pour faire tomber l'arbre en une fois. Alors, je me suis bien dire, je vais commencer à abattre mon arbre maintenant avec ma hache qui est pas nécessairement bien aiguisée. Puis là, si je vois qu'elle pénètre dans l'arbre, là, puis ça va bien, ben peut-être je vais aiguiser un petit peu, puis là, je vais donner le coup final, puis l'arbre va tomber. Alors, je pense qu'il faut vivre dans l'action. Il y a combien de monde qui se dit, je vais me lancer en affaires, ou je vais lancer une campagne d'email marketing, puis là, combien de temps ça va prendre à rédiger mes emails? C'est combien de temps que ça me prend, Robin, à rédiger une série, disons, de drip de 6 emails? 1 heure maximum, incluant le temps de programmer ces emails-là. Il faut vivre dans l'action. C'est quoi le danger d'avoir cette philosophie-là? De faire des erreurs. Mais mon patron, ma patronne, me faisait énormément confiance. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux, ça c'est dangereux de dire ce que je vais dire, mais il valait mieux demander pardon que demander permission. Mm-hmm. Alors, j'avais la confiance de mon patron, j'avais le budget, j'avais une coupe de coups de circuit derrière moi, à mon actif. Alors, c'était ça ma philosophie. J'exécutais, je prenais action. De temps en temps, je me trompais puis je me faisais taper ses doigts. Mais si j'avais dû demander permission à chaque fois, on serait pas ici en train de se parler aujourd'hui, Robin. Y a-t-il une histoire que tu peux nous raconter de peut-être un moment, soit une erreur ou quelque chose que vous avez fait, tu dis, OK, ouais, là, on est peut-être allé trop loin, puis ça a le backfire. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Une qui t'a marqué. Écoute, on en parlait un peu plus tôt avant le podcast.
Je me rappelle, j'ai envoyé une campagne de marketing, de email marketing. Je voulais faire un test sur le taux d'ouverture des courriels. J'avais mis comme nom d'expéditeur le nom du destinataire. Ce qui veut dire que Robin Vézina recevait un courriel de Robin Vézina. David Grégoire recevait un courriel de David Grégoire. Roger Tremblay recevait un courriel de Roger Tremblay. C'est phénoménal, la quantité de plaintes que j'ai pu avoir. C'était complètement fou parce que les gens avaient l'impression que j'avais envoyé à nos centaines de milliers de membres des emails de la part de Robin Vézina. Okay, ouais. Quand dans le fond, c'était pas le cas. Aussitôt qu'il faisait juste regarder un petit peu, il se rendait bien compte que c'était pas le cas. Bien entendu, j'ai eu un super bon tour d'open. David, viens dans le bureau, j'ai quelque chose à te dire. Mais tu sais, des choses comme ça arrive régulièrement. Je me rappelle, j'avais fait T'as-tu le chiffre juste d'open? Non, je me souviens pas. Mais je peux te dire que chez Voyage Rêve, mon top open, c'était 85%. Puis mettons cette histoire de VP marketing chez Voyage Arabais, tu dis que ça a duré 6 ans. Quand tu regardes ces 6 années-là qui sont maintenant derrière toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Y a-tu une leçon, que ce soit marketing ou que ce soit un truc de vie, te dire plus jamais ou toujours je vais continuer? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Énormément. Ça a été une super école. Je remercie tout le personnel qui était là pendant que j'étais là de m'avoir enduré. Premièrement, et puis à ma patronne de m'avoir fait confiance. Écoute, plusieurs leçons. Je retiens qu'il faut être dans l'action parce que j'ai toujours été dans l'action. Je retiens qu'il faut travailler. Je retiens que quand ça va mal, il faut être là. Il faut pas se sauver. Il faut répondre au téléphone. Je retiens que en marketing, il faut tout mesurer. Il faut tout tester. Alors, cherchez pas la perfection. Cherchez à être dans l'action puis à agir. Je pense que c'est important. Wow. En tout cas, c'est des belles leçons que tu as appris. Je suis vraiment content que tu nous as partagé ton expérience. Maintenant, David, il y a tout le temps une partie de l'entrevue vers la fin que j'appelle la ronde éclair, OK? Donc, ça va être une série de questions que je vais te poser. Puis tu me dis instinctivement là, qu'est-ce qui te vient en tête. T'es prêt? Oui. Parfait. Donc, question numéro 1. C'est quoi le livre qui t'a le plus transformé dans ta vie? C'est clairement The 10X Rule de Grant Cardone. C'est un peu une révélation. Hein? Je savais qu'il fallait travailler dans la vie, hein, c'est clair, parce que c'est ce que je dis tout le temps. Mais là, j'ai compris qu'il fallait être omniprésent. J'ai compris qu'il fallait être omniprésent. J'ai aussi compris qu'on sous-estimait toujours de au moins 10 fois les efforts et les ressources qu'il fallait mettre pour qu'un projet réussisse. Oh, nice. Maintenant, une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit, tu pourrais appeler ton mantra. Est-ce que tu sais, tu m'as peut-être déjà entendu le dire en plus, Robin, fait que tu vas connaître la réponse, mais c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? Hier. En fait, c'était il y a 25 ans. Hein? Si on avait planté l'arbre il y a 25 ans, aujourd'hui, il fleurirait, il serait majestueux devant ta maison. C'est quand le prochain meilleur moment pour planter un arbre, c'est right after ce podcast-ci. Alors, aussitôt qu'on a fini de parler, vous arrêtez le podcast, sortez dehors, plantez votre arbre. Vous comprenez ce que je veux dire? Faut prendre action aujourd'hui. Pas dans 5 ans, aujourd'hui. Est-ce que tu as un podcast préféré? J'écoute quelques audiolivres. Je lis énormément de livres de business. J'écoute peu de podcasts parce que je fais pas énormément de voitures, puis j'ai 4 enfants. Mais ton podcast a tout l'air d'être vraiment intéressant, hein, à voir aussi le genre de vidéo que tu faisais avant sur la page de J7. Alors, je me dis, c'est le podcast à écouter. C'est bon. J'espère que tu vas aimer les prochains épisodes. Et finalement, est-ce qu'il y a un événement dans le monde du marketing que tu as cité? Je sais que tu es quand même quelqu'un qui se promène beaucoup, que tu aurais à recommander, un événement que tu aimes particulièrement? Écoute, il y en a beaucoup. Je voyais sur LinkedIn récemment qui disait que les conférences de e-commerce sont maintenant à 10 pour 10 cents. Je vais plutôt nommer, si ça te dérange pas, des gens à suivre. Oui, vas-y. Russell Brunson, que vous connaissez, un marketeur que je trouve très brillant. Très brillant, qui a de l'air de rien. C'est pas quelqu'un qui est super flasheux comme certains autres là, Ty Lopez par exemple. Mais c'est quelqu'un qui me semble vrai. Alors puis qui donne des super bons conseils de marketing. Il y a plusieurs livres gratuits à son actif que je vous recommande chaudement de lire, qui vont certainement changer votre philosophie sur plein de trucs de marketing. Grant Cardone peut-être un petit peu moins, mais je vous recommande de lire son livre de 10X Rule, puis aussi ses autres livres parce qu'ils sont quand même intéressants. C'est des
gens qu'il faut suivre. Aussi, Olivier Lambert, parce que tant qu'à y être, c'est un bon influenceur marketing au Québec, puis je partage ses idéaux, ça c'est clair. C'est super. Merci beaucoup, David, justement. De pris le temps matin de partir à 5h du matin de chez vous pour venir faire le podcast. C'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup de ta présence. Merci Robin pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Juste pour terminer, si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on va? Je vous dirais que la place où je suis le plus actif, c'est sur LinkedIn. Alors, cherchez David Grégoire sur LinkedIn. Vous allez voir ma grosse face. Faites-moi une demande de contact. J'ai plein de scripts LinkedIn qui roulent en permanence. Alors, en théorie, si c'est sur les heures ouvrables, ça devrait vous auto-accepter dans les 5 minutes. Donc, cherchez David Grégoire sur LinkedIn. C'est la meilleure façon d'entrer en contact avec moi. C'est génial. Merci encore infiniment, David. Merci, Robin. Bye bye. C'est donc ce qui termine ma conversation que j'ai eue avec David Grégoire. J'espère que vous avez apprécié la conversation. Comme mot de la fin, un petit peu qu'est-ce que je retiens de cette conversation-là. Donc, il y a 2 choses. Première chose, attention aux shiny objects. Donc, c'est assez typique chez les marketeurs de toujours vouloir utiliser les nouveaux outils, peut-être les canaux qui vont être tendance. C'est normal, il faut rester à jour, mais il faut pas oublier les bons vieux classiques. En 2013, David pensait que le email marketing était mort, était terminé, mais c'est là qu'il y a eu ses plus gros succès. Donc, en revoyant un petit peu la plateforme, en adaptant la stratégie à peut-être quelque chose d'un petit peu plus actuel, ou en tout cas dans son cas, c'était quelque chose qui était plus humain. Au lieu d'avoir un courriel qui est très publicitaire, très coloré, il envoyait un simple courriel texte qui donnait l'impression que c'était un courriel qui a été envoyé de la boîte Gmail de quelqu'un chez Voyage à rabais, posant simplement une question. Et cette simple question-là a créé plein de conversations et finalement leur permettait de vendre beaucoup plus. Donc, quelque chose de très, très, très simple, mais qui finalement ramène à l'humain. Qu'est-ce que la personne veut? C'est pas se faire vendre quoi que ce soit, mais c'est d'avoir la chance d'acheter et d'avoir une conversation. Deuxième chose que je retiens, en cas de doute, laissez parler les chiffres. Donc, si on se ramasse dans une situation comme lui, avec sa fameuse histoire de pop-up, bon, ses patrons voulaient enlever les pop-up, mais lui, en même temps, il voulait les garder. Pourquoi? Pas parce qu'il était en amour avec les pop-up. Lui-même disait qu'il n'est pas un fan, mais les chiffres lui ont montré que ça aidait l'entreprise et que ça aidait à faire croître l'entreprise. Donc, au lieu des fois d'avoir un argument avec un de vos patrons ou de parler avec son cœur, de dire « Ok, je vais essayer cette technique-là marketing parce que j'adore, par exemple, Instagram, puis je veux absolument que ça fonctionne sur Instagram. » Regardez ces chiffres et baser sa décision sur du data va toujours être une bonne décision. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que l'épisode ici est une présentation de J7 Media. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, J7 Media, c'est une agence spécialisée en publicité Facebook. Donc, la publicité Facebook, si vous êtes moindrement en ce moment à la recherche de croissance, la publicité Facebook peut vous aider. Et chez J7 Media, on est les meilleurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. j7media.com, donc la lettre J, le chiffre 7, media.com. De l'autre côté, j'espère que vous allez être des nôtres très bientôt pour un autre épisode d'Hypercroissance. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à aller laisser un review sur iTunes. C'est quelque chose qui aide énormément pour la visibilité. Donc, n'hésitez pas à aller partager votre opinion par rapport à l'épisode et par rapport à l'émission en général. Quelque chose qui aide énormément. Donc, encore une fois, je termine en vous remerciant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. Merci d'avoir été là. Nous, de notre côté, on se voit sur un autre épisode d'Hypercroissance très bientôt. Au revoir.